Bonsoir à tous, c'est le grand retour, ça y est, enfin vous l'attendiez. On va attaquer notre sujet du jour parce que ça va être assez long en fait. Je vais essayer de ne pas faire trop de digressions puisque le sujet est assez tentaculaire, vu que ça concerne ce qui s'est passé depuis ces 3-4 derniers mois au niveau politique et budgétaire. On va faire un bilan de tout ça et voir à quelle sauce on va être mangé et pourquoi en fait le pays est en train de courir à la ruine et à la faillite dans l'indifférence générale et même peut-être avec le soutien d'une classe politique qui semble n'en avoir plus rien à foutre. Les Français peuvent bien crever tant que ça leur permet de garder un poste ou d'en obtenir plus ou de... Je sais pas, on sait pas trop ce qui leur passe par la tête parce que ça devient un peu zinzin quoi. On va commencer logiquement par faire un petit point boutique, mais il y a énormément de nouveautés à vous présenter parce qu'en fait je me suis aperçu que ces 6 derniers mois, on a référencé entre 15 et 20 nouveaux artisans. Ils n'ont pas forcément beaucoup de références, mais ça en fait quand même entre 15 et 20, ce qui fait du boulot, mine de rien. Et puis je voulais vous présenter au moins les dernières nouveautés de ces 2 dernières semaines. On a référencé le moulin Label Huile qui fait, comme son nom l'indique, de l'huile. Huile de tournesol, huile de noix, l'huile de noisette. C'est à chaque fois des produits récoltés dans le moulin et puis transformés au moulin. De la crème de marron, ça vous aviez déjà vu sans doute. Le miel. Alors il faut savoir qu'on a référencé de nouveaux artisans, mais il y en a aussi qui s'en vont, qui arrêtent leur activité. On a eu Curiote au début d'année, on a eu le Zéro Déchet aussi, parce que il y a eu une mode et puis ça s'est arrêté. Et puis The Biscuit aussi, malheureusement, qui est victime de la conjoncture et puis de problèmes de santé, elle va pas pouvoir continuer son activité. C'est dommage parce que c'est une personne qui était très investie dans son travail. Donc là, je lui ai pris un petit stock de déstockage et vous pouvez le retrouver dans l'onglet promo. C'est pas centré, c'est vrai. Hop là. Parmi les artisans aussi qui vont peut-être arrêter, il y aura Nicolas, malheureusement, l'apiculteur. Il n'arrête pas totalement, mais ça va être un peu compliqué puisque l'essentiel de ses ventes maintenant se font sur la boutique. C'est très compliqué maintenant de vendre du miel en France, puisque apparemment quelqu'un aurait fait de la mauvaise publicité, et puis les gens ils achèteraient moins de miel, ils auraient plus confiance dans le produit. Allez savoir pourquoi. Donc il a pas mal de stock, et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans l'onglet promo parce que ça fait déjà quelques mois qu'il y a 15% de réduction sur certaines de ces références, sur la plupart. On a aussi fait 15% sur le coffret, mais il n'est pas dans cet onglet pour le moment, il faudra que je le rajoute. Et donc malgré l'inflation qui a augmenté les coûts, eh bien, il réduit quand même ses prix, parce qu'il faut essayer de vendre un petit peu de stock. Et l'année prochaine, il va surtout se concentrer sur les références qui sont absentes pour le moment sur la boutique, mais il va sans doute réduire progressivement son nombre de ruches et s'envoler progressivement vers de nouveaux horizons, même si il aime bien ce boulot, quoi. Donc j'ai quand même référencé d'autres miels, les miels d'Olio Benvenuti. C'est celui qui fait l'huile. Et il a un cousin sur son terrain qui fait aussi du miel dans de la même qualité que celui de Nicolas. Donc brut de ruche, pas mélangé, c'est pas du foutoir international. Et donc là, c'est direct du producteur de Calabre, du miel d'oranger, d'eucalyptus, de Sula, une plante assez méconnue, et puis d'acacia. Je vous conseille le miel d'oranger, c'est comme de manger un bonbon. Il est excellent. Ensuite, les rillettes, ça c'était déjà référencé avant. On a référencé aussi la biscuiterie Saint-Agone, qui travaille aussi très bien, un peu comme The Biscuit, en un peu moins cher du coup. Un nouveau chocolatier avec Hippolyte Vigliano, c'est un chocolatier de Thonon, qui travaille lui aussi en bean to bar, un peu comme Camayos. J'ai surtout pris chez lui des dragées, des rochers, des chocolats fabriqués, parce qu'en plaque, on a déjà celle de Camayos, donc c'était pas forcément nécessaire. Et puis Idébois, qui fait des jouets pour enfants, des jouets d'éveil. Ça fait un moment que je voulais en trouver. Je vous invite à commander vivement durant la semaine qui vient, pour des raisons évidentes de livraison. Donc là, toutes les commandes qui vont être passées du 9 au 15 pourront largement être livrées avant Noël. Ensuite, la semaine suivante, en mondial relais, ça peut devenir un peu tangent, normalement ça ira. Mais effectivement, à partir du 18, 19, si vous voulez être sûr d'être livré, il vaut peut-être mieux passer en colissimo. Et puis pensez aussi aux livreurs, les pauvres livreurs qui vont courir pour livrer vos paquets avant le 25. Ils ont quand même pas mal de taf à cette période de l'année. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes en vous y prenant un petit peu en avance. Ce sera pas un mal. Sur ces bonnes paroles, on va attaquer notre sujet du jour. Alors voilà comment ça avait commencé. Pour ceux qui s'en souviennent encore, il y avait eu des élections législatives avant les JO, c'était au mois de juin, suite aux européennes et donc à la dissolution, et Macron avait décidé de se torcher le cul avec la démocratie, en niant les voix de 17 millions de personnes, puisque le Front Populaire et le RN avaient obtenu 17 millions de voix au second tour,
Et ils ont décidé d'essayer de monter un gouvernement de coalition minoritaire, du coup, en partant des Républicains, de Ensemble, de divers droites, et puis c'était à peu près tout. Ce qui fait que les 2 tiers des électeurs étaient tout simplement niés dans leur choix. Et on s'est retrouvé avec Barnier, dont on nous présentait les talents de négociateurs et de fins politiciens qui allaient tout rassembler, faire travailler tout le monde d'une seule voix. Bon, ça a un petit peu capoté. On va voir pourquoi. Et donc on avait ce gouvernement minoritaire, qui ne tenait d'ailleurs que par le RN, puisque le NFP avait déjà dit par avance qu'ils allaient le censurer, ce qui fait que c'était le RN qui était un peu l'arbitre des élégances. Mais on va y revenir. Je ne me lasse pas de ce même. Septembre 2024, Barnier qui se foutait de la gueule de notre jeune Attal. Merci pour vos enseignements. Même si vous n'êtes resté Premier ministre que 8 mois, lol. Et ben en décembre, il faisait un peu moins le malin. Il a même pas fini l'année, du coup. Il doit rigoler quand même, Attal. Barnier, un peu moins, vous allez voir. Donc il s'est fait virer suite à une motion de censure, puisque il y a eu des discussions autour du budget ces derniers mois, dès que Barnier a été en poste. C'était l'urgence. Et ça a été le festival des dingueries et des imbécilités dans les propositions et les amendements. Une sorte de concours l'épine de la taxe la plus stupide. On ne sait pas trop où il voulait en venir. Les discussions autour du budget se sont enlisées et donc il a présenté son budget à lui à coup de 49.3 et c'est là qu'est apparue la fameuse censure et il s'est fait dégager puisque les membres du NFP et du RN ont voté la censure, plus apparemment quelques élus qui manquaient à droite à gauche. Le gouvernement est tombé et il va falloir en faire un nouveau. Et du coup Macron n'est pas content et il est venu nous expliquer tout ça à la télé. On va pas tout écouter, c'est affreux, ça dure 11 minutes, ça n'a aucun intérêt. À part quelques petits passages qui sont symptomatiques, comme d'habitude, c'est en 3 parties. Donc évidemment, la première, vous êtes des connards, les Français ont mal voté, les oppositions sont irresponsables, anti-républicaines, cyniques, dangereuses, et même facteurs de chaos, et peut-être même qu'il faudrait les supprimer. Vous avez ce passage, ici, à 2 minutes et quelques, où il est limite en train de dire la démocratie, il faudrait peut-être supprimer ça, quoi. Un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet il explique, j'ai nommé Barnier, voilà, susceptible de rassembler la majorité la plus large à l'Assemblée et au Sénat, de la droite républicaine au centre, en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires. J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer, et hier donc le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Le mec nous fait une faveur. J'ai laissé le gouvernement gouverner, l'Assemblée à légiférer. Faut me dire merci, parce que, quand même... Et vous n'êtes pas capable de vous entendre, vous faites de la merde. J'ai déjà tapé mon écran. Je sais que ce type révulse la plupart des spectateurs, et qu'à chaque fois j'ai des commentaires qui me disent « je ne peux plus voir sa gueule ». Mais, que voulez-vous, les gens ont voté pour ça, en grande majorité. Donc vous êtes des abrutis, vous avez mal voté aux législatives, du coup on se retrouve avec une assemblée bancale, et puis même si je suis sympa et que je les laisse travailler, ils font n'importe quoi. Donc maintenant il faut revenir aux choses sérieuses, et on va faire un gouvernement de large coalition, donc qui va du PS au LR, forcément, qui vont soit participer au gouvernement, soit au moins s'engager à ne pas censurer, pour que ça tienne. Et lui il veut que ça tienne 30 mois, vous allez voir. Et tout ça c'est simplement, il y a une raison, c'est la seule majorité possible dans l'Assemblée actuelle, si on veut exclure le RN et la LFI. Et bien entendu, à l'heure des grands enjeux, sécurité, climat, Europe, ces grands enjeux à lui, je pense, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas laisser la situation telle qu'elle est et avoir à chaque fois des gouvernements qui sont dans l'impuissance. Et il est évident que ce nouveau gouvernement de coalition va devoir appliquer la ligne que lui, il aura décidée. Oui, les 30 mois que nous avons devant nous doivent être 30 mois d'action utile pour le pays. Et pour cela, le gouvernement devra partir du réel et non pas des fantasmes ou des contre-vérités. Je ne crois pas pour ma part que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts, plus de normes, ou avec quelques laxismes face au narcotrafic, ou dans la multiplication des divisions, ou dans l'abandon de notre ambition climatique. Voilà, les 2 tiers des Français ont voté pour des fantasmes, des contre-vérités et des imbécilités. Donc il est hors de question
d'appliquer les programmes des gens qui ont remporté l'élection ou qui en tout cas ont obtenu un meilleur score que l'équipe de Macron, parce que jusqu'à preuve du contraire, Renaissance, ils ont 104 députés, et ce mec vient à la télé t'expliquer que ce pourquoi les Français ont voté n'est pas légitime et on va pas le faire, et on va même pas le prendre en compte. Il y a eu des élections européennes qui l'ont déjà désavoué indirectement. Il fait semblant d'en prendre acte avec sa fameuse dissolution, où en fait il essaye de créer une panique pour que tout le monde vote pour lui. Le RN est à monoporte, attention, c'est moi ou le chaos. Finalement, ça capote. Ils sont obligés d'appeler à la rescousse les castors au second tour et à faire des alliances à n'en plus finir, rappelant les heures les plus sombres de la 4ème République, pour essayer d'avoir quelques députés sauver un petit peu la face. Et malgré tout, ils se retrouvent en ultra minorité, parce que Renaissance, avec 104 députés, ils ont 18% de l'Assemblée. Ils nomment de force un gouvernement minoritaire qui finit par sauter. Et il vient encore à la tribune te dire qu'il va falloir appliquer le programme que lui, il veut. Mais il est président représentant d'un parti qui a 18% à l'Assemblée, qui a pris une énorme tôle à toutes les élections, qui est désavoué de toutes parts. Mais il vient encore nous dire comment gérer le pays, alors même qu'en plus il l'a coulé, mais ça, on va y revenir. Donc on va appliquer ce que moi j'ai décidé, puisque le reste c'est de la merde et des fantasmes. Bon, il y a 2-3 conneries, hein, mais c'est pas la question en fait. Après tout, si les gens ont voté pour ça, eh bien il faut l'appliquer. Et puis s'ils sont pas contents, ils voteront pour autre chose la prochaine fois. Hein. Et donc après ça continue, c'est lui qui va fixer le cap. Avoir un cap clair pour ces 30 mois. L'école, la santé, la sécurité, le travail, le progrès, le climat, l'Europe. Ah, l'Europe. Europe, climat, progrès, travail, santé. On sait pas trop ce que ça veut dire, ni à quoi ça correspond. Mais en tout cas, il va falloir obéir. Des actes clairs qu'un gouvernement devra prendre au service du pays. Un Parlement qui saura trouver les compromis. Un sens des responsabilités et du respect. Donc là, vous avez tout. Vous avez mal voté, vous êtes des cons. De toute façon, les oppositions proposent n'importe quoi. Donc, on va être responsable et rester dans le réel. Hein, voilà. On va faire un gouvernement de responsables, en responsabilité, n'est-ce pas, avec tout le monde, sauf LFI et le RN, et si on prend tout le monde, c'est parce qu'on est obligé pour avoir une majorité, sinon, si on pouvait faire plus restreint, on le ferait, mais malheureusement, c'est comme ça. Et puis, il faudra appliquer le réel, selon Macron, puisqu'il n'y a que lui qui sait ce qu'il faut faire. C'est un désastre depuis 7 ans, mais il sait ce qu'il faut faire. Et vous vous démerdez. Je fixe des grands axes et des machins, et vous vous démerdez ensuite au niveau du gouvernement et de l'Assemblée pour que ça marche. Sinon, vous n'êtes pas responsable, vous êtes dangereux, vous êtes pour le chaos. Et c'est très grave, c'est pas bien. Alors il faut dire tout de même que cette motion de censure, selon Arnaud Tessier, un historien, apparaît comme du vandalisme constitutionnel. La motion de censure, qui fait suite à l'usage du 49.3, n'a de sens que si l'opposition est capable d'offrir une alternative. Il met en garde. À force d'esquinter les institutions de la 5e et à force de liquider les bons usages établis depuis 58, on va finir par provoquer une crise de régime. La façon dont nos députés viennent de pratiquer la motion de censure est une pratique façon 4ème République. Ça tombe bien, ils ont été aussi élus avec les mêmes pratiques. Elle n'obéissait pas à des objectifs politiques, mais à des objectifs partisans. Chacun s'est posé la question, comment faire en sorte, vis-à-vis de mon propre électorat, vis-à-vis du calendrier, pour que je me présente dans les meilleures conditions le jour venu, soit législative, soit la présidentielle. Personne n'a agi en fonction de l'intérêt du pays à l'instant T, de renverser le gouvernement, sachant encore une fois que pour l'instant, on ne peut proposer aucune alternative politique. Et c'est exact. Le RN et le NFP ont tous les deux voté pour la chute du gouvernement, mais le RN lui-même ne milite absolument pas pour être au gouvernement, ni pour avoir un Premier ministre, ni pour quelque poste que ce soit. Hein. Ils veulent juste que le gouvernement, qui ne contient absolument pas de membres RN, applique la politique que lui a voulu. C'est à peu près ça sa ligne, on va y revenir ensuite. De son côté, le NFP, c'est un petit peu compliqué. C'est surtout que la LFI, dès le début, en fait, ils se sont mis en faux. On a vraiment l'impression que ces gens veulent pas du pouvoir, puisque la LFI a été dans une posture radicale sur le thème « on est majoritaire », ce qui mathématiquement est totalement faux, mais c'est pas grave. On sait plus vraiment compter, ça n'a pas d'importance. Les électeurs de la LFI savent pas compter, visiblement. Et donc ils ont répété « on est majoritaire », alors que c'est juste la coalition qui a le plus de députés, c'est tout, mais la majorité est à 288 et pas 174, et ils ont exigé la nomination de Lucie Castet
par Macron, sachant que tout le reste de l'Assemblée allait voter la censure dès que celle-ci serait présentée par Macron. C'est complètement absurde. Ça ne sert à rien. C'est une posture maximaliste, idiote. Le NFP aurait été obligé, s'il voulait un gouvernement qu'il tienne majoritairement, ou au moins avec un poste de Premier ministre, ils auraient été obligés de s'allier avec quelques groupes du bloc central pour pouvoir obtenir cette majorité et que ce nouveau Premier ministre ne soit pas censuré. Donc soit s'allier avec le RN, mais ça évidemment il n'en est pas question, soit avec suffisamment de membres du groupe central pour atteindre cette majorité de 288 députés. Mais ça, ils l'ont pas fait. Donc c'est stupide, ça ne peut pas fonctionner. Donc il reste plus que l'option ensemble qui va essayer de désarrimer une fois de plus les écologistes et le PS pour pouvoir obtenir, si j'avais compté tout à l'heure, ça fait normalement 314 députés, et là ils ont la majorité. Et justement, depuis que la censure a été votée, y compris par le PS, eh bien le PS se dit prêt à négocier avec les macronistes et LR sur la base de concessions réciproques. Oh, comme c'est bizarre, c'était vraiment inattendu, hein. Bon, de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, puisque la LFI, comme je l'ai dit, est dans une posture extrémiste bête, puisque c'est irréaliste ce qu'ils demandent. Et d'ailleurs, ils ont donné tout le pouvoir au RN en faisant ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, puisque en annonçant d'emblée, déjà qu'ils voulaient que Lucie Castet et personne, bah forcément, ils se mettent en tort. Et deuxièmement, en annonçant d'emblée qu'ils vont censurer le nouveau gouvernement Barnier, eh bien ils donnent tout le pouvoir au RN. Puisque Barnier étant minoritaire, il a besoin au moins que le RN ne vote pas la censure avec le NFP. Et c'était son objectif. Barnier a passé son temps à faire des concessions avec le RN et les alliés et à se détourner des demandes du NFP, puisque de toute façon, quoi qu'il se passe, ils ont dit qu'ils allaient voter la censure. Pourquoi s'emmerder à faire des concessions? Ils ont peut-être fait comme quelques-unes à la marge sur les trucs qui les intéressaient, mais ils ont surtout du coup dragué le RN, et ensuite, la LFI notamment s'est plaint que le gouvernement passait son temps à lécher les bottes du RN. Donc ça a été le RN finalement, vous avez peut-être vu dans les derniers instants des discussions pour savoir ou non s'il allait y avoir la censure, c'est le RN qui faisait l'arbitre, c'est pas le NFP. Tout le monde voulait savoir si Le Pen allait voter la censure ou non. C'est elle qui décide. Voilà. Bref, tout ça, ça fait partie des stupidités et des pitreries. On fait semblant de vouloir le pouvoir, mais on fait en sorte de ne surtout pas l'avoir, quoi. Comme la situation est absolument catastrophique dans le pays et qu'il n'y a que cette majorité de centre mou, de centre européiste en fait, qui va du PS à LR, qui peut avoir une majorité dans les conditions actuelles, puisqu'il est hors de question de le faire avec le RN et que la LFI fait tout pour être exclue en fait, et d'ailleurs elle va l'obtenir. Eh bien, le PS se rapproche des macronistes, parce qu'à un moment, il faudra bien voter un budget, en fait. Il nous dit, je vois bien qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc j'ai pris les électeurs pour des cons pendant des mois à expliquer que le NFP était majoritaire. Voilà. Très bien. Il ne s'agit pas de dire que la droite et la gauche se confondent, je suis contre la confusion, bah allons donc, comme si les gens ne l'avaient pas fait. L'UMPS, comme on appelait ça à l'époque, donne à penser que la confusion a été faite depuis longtemps dans l'esprit des gens entre la gauche européiste et la droite européiste, qui est finalement l'aile gauche et l'aile droite du même vautour. Olivier Faure soutient qu'il n'est pas macroniste et qu'il ne compte pas le devenir. Là aussi, ça montre un autre problème. Puisque politiquement, tous ces gens-là, ELV, PS, LR, ils ont envie de se placer pour la prochaine présidentielle. Et il s'agit aussi de se distinguer de Macron, qui est un dégénéré d'ailleurs, que plus personne ne supporte, même dans son propre camp, puisqu'il a quand même saboté son navire, bref. Et donc, il faut éviter d'être comptable du désastre qui va arriver dans les années à venir, puisqu'ils sont obligés, pour différentes raisons, de continuer la politique actuelle, parce qu'ils sont dans l'Union européenne et qu'ils veulent pas en sortir, parce qu'il y a les contraintes de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie, de toutes ces choses-là. Il n'y aura pas de changement radical qui serait nécessaire pour pouvoir activer un redressement du pays, et on va simplement faire des ajustements de tableur Excel à la con, ce qui fait que ça va être la même cata que ces 7 dernières années, peut-être en pire, parce qu'avec les taux d'intérêt qui pourraient augmenter, ça rajoute de la charge à la charge, et on n'a pas envie d'être tributaire de toutes ces conneries, et on veut pouvoir garder une posture d'alternance et d'opposition, et pour ça, il ne faut pas être dans le gouvernement qui va tout saccager les 2-3 prochaines années. Donc, on n'est pas macroniste, voilà. Et le plus probable, c'est donc qu'ils ne rejoignent pas le gouvernement, le PS, j'entends, mais ils s'engageront à ne pas le censurer.
en échange de, vous allez voir, d'une avancée très concrète. Olivier Faure a évoqué un gel de la réforme des retraites et non plus une abrogation immédiate pour organiser d'abord une conférence de financement permettant une future abrogation. Est-ce que vous avez compris? C'est débile, ça ne veut rien dire. Donc on l'abroge pas, mais on la gèle, donc on l'applique pas. C'est comme s'il était abrogé, puisque en plus, à la fin, il s'agit de l'abroger. Bref, on ne dit pas qu'on l'abroge, mais en fait, on l'abroge, de fait. Mais ce sera au terme d'une conférence de financement qui consistera finalement à réformer la réforme. Mais comme il y a ici le mot financement, ça veut bien dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème de financement dans les retraites et que la réforme est pertinente. Donc c'est simplement réformer les arbitrages qui ont été faits autour de la réforme des retraites qui fait polémique, la dernière en date. Et donc on va simplement bouger 2-3 trucs dans le tableur Excel et dire on a refait la réforme des retraites et donc on a réussi à abroger celle de Macron pour imposer la nôtre. Ce sera la même chose, hein, grosso merdo, voilà, mais sous un autre nom, et puis on dira qu'on a abrogé la réforme. Voilà. Ce n'est que de la politicaillerie de merde. Ouais, bon. Et en bas, il te dit, le PS, ceux qui pensent que le Parti Socialiste est à vendre se trompent. Il n'est pas à vendre, le PS, il est à donner, surtout. Alors, en attendant, comme ce sont des gamins et que tout ça est très compliqué, il a demandé à ce qu'Emmanuel Macron désigne un préfigurateur qui organiserait une négociation entre les forces politiques avant de nommer le Premier ministre. Il faut leur tenir la main. Parce que ce qu'a fait Macron, je crois que j'ai sauté un article. Oui, j'en ai sauté un. On va y revenir après. Ce qu'a fait Macron dans son allocution, c'est qu'il a remplacé le Premier ministre. Il a fait des annonces, il a donné un cap, il a dit qu'il nommerait quelqu'un, c'est pas son boulot. En plus, il a perdu les élections. Il représente rien dans le pays maintenant. C'est aux forces en présence à l'Assemblée, d'autant plus qu'elles ont voté la censure, de se démerder pour former un gouvernement. Et s'ils sont pas adultes, ils ont qu'à tous démissionner. C'est quand même dingue. On va encore nommer quelqu'un qui va faire garderie parce que ces gamins peuvent pas se mettre autour d'une table pour savoir comment arriver à voter un budget cette année. Il faut le gardien de la crèche qui va organiser les négociations, qui pourra déboucher peut-être sur une forme d'accord et un nom pour un Premier ministre. Bon, tout ça est très adulte. On va revenir sur l'élément que j'ai oublié, revenir sur cette fameuse allocution de Macron que certains considèrent comme une inconscience de la gravité de la situation. Il est venu parler pour ne rien dire, comme d'habitude. Pas de cap, pas de vision. Il essaye de se justifier en faisant porter la responsabilité à tout le monde et en ayant du mal à assumer les siennes. C'est pas sa dissolution qui était stupide, c'est vous qui avez mal compris. Hein. C'était ça en somme qu'il disait dans son truc. Pour sortir de la crise, il doit profondément se remettre en cause. Ce n'était pas un discours de remise en cause, mais d'accusation. Il a exposé toute une série de banalités. Il a enfoncé des portes ouvertes, aucune annonce originale ni politique nouvelle. Il laisse entendre une certaine inconscience de la gravité de la situation. Vous allez voir que quand on va parler de l'état actuel du budget et des finances publiques, il y a quand même une urgence, quoi. On n'a eu qu'une information, c'est qu'il ne démissionnerait pas. Donc c'est le seul truc sans équivoque. Le chef de l'État a également annoncé qu'un projet de loi spéciale serait déposé avant la mi-décembre pour assurer à la France un budget sur la base de la loi de finances 2024, le temps qu'une nouvelle discussion budgétaire s'enclenche en janvier. Un impair, selon Max Brisson, qui rappelle que ce genre d'annonce doit relever du gouvernement. Si le président de la République doit à nouveau s'occuper de tout, mon inquiétude est renforcée. D'autant que là, il s'engage sur un calendrier, puisqu'il prétend que mi-décembre, ce sera fait. Donc mi-décembre, il aura un nouveau ministre, Premier ministre, qu'il va choisir, quoi qu'il arrive, qui va être nommé, mais bon, il faudra qu'il soit validé par le Parlement, on verra bien. Et il devra déjà, donc à la mi-décembre, c'est la semaine prochaine, quoi. C'est dans 7 jours. Alors normalement, il va nommer quelqu'un mardi, mais on verra. Hein. Il espère nommer quelqu'un mardi. Combien il avait mis déjà de temps pour nommer Barnier ? Il a fait juillet, août. Oui, il a bien mis 2 mois. Il fournit des formules à l'emporte-pièce comme un gouvernement d'intérêt général, ce qui voudrait dire que les prédécesseurs ne l'auraient pas été. C'est une formule fumeuse. Et donc là, on en arrive au passage le plus intéressant. Olivier Paccaud doute d'ailleurs de cet arc de gouvernement à laquelle a fait référence le chef d'État. En théorie, cela peut être joli. En réalité, cela va être compliqué. Je pense que c'est la confection d'un prochain budget qui permettra de sceller une alliance des responsables, c'est-à-dire des soumis. Parce que le budget, il va être soumis
à tout un tas d'injonctions, notamment européennes. Je rappelle que nous sommes sous la coupe d'une procédure de déficit excessif et qu'il faut donc constamment montrer patte blanche à Bruxelles si on veut qu'ils veulent bien nous rendre une partie de l'argent qu'on leur donne, puisque nous sommes des contributeurs nets à ce foutoir, et qu'on va maintenant aller financer les talibans en Syrie. Enfin bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, c'est l'alliance des soumis pour le prochain budget. Max Brisson tient à souligner personnellement que son soutien n'est pas garanti d'office en fonction du choix du Premier ministre, de son indépendance par rapport au président de la République, que plus personne ne peut piffer, de son poids politique, je déterminerai mon envie de soutenir ou non ce gouvernement. Et d'ajouter avec un rappel au retour au parlementarisme, voilà, nous ne sommes pas aux ordres du président de la République. Une grosse ambiance, quoi. Monsieur le maréchal nous fait sa petite crise d'autorité. On dirait Cartman dans South Park. Respectez mon autorité. C'est exactement ça. J'exige que vous m'obéissiez. Ce serait quand même plus simple. Si on pouvait se passer de la démocratie, ça irait plus vite. Tous ces gens qui votent pas pour moi, qui soutiennent pas ce que je veux, qui vont pas dans mon sens, ça peut pas durer. Et finalement, le réel, il arrive et il dit on votera si on a envie d'abord. Si on le trouve correct. C'est pas garanti. Donc l'arc républicain, pour le moment, ça fait toujours pas recette, malgré l'état désastreux du paysage politique et le mur en fait budgétaire vers lequel nous avançons. En attendant, donc, comme je l'avais expliqué, le PS est prêt à négocier avec les macronistes, à faire des concessions, et nous assistons à l'éclatement du NFP. Quand Philippe Brun, le député PS Philippe Brun, propose un accord de non-censure qui me semblait quand même quelque chose de constructif, ils ont déjà crié à la trahison. Enfin, voilà. Donc, de toute manière, je pense que oui, le NFP, il est mort. On a vu aussitôt après la rencontre d'Emmanuel Macron, qui a quand même, s'il a fait une chose de bien, on peut lui reconnaître là, c'est de convier le Parti socialiste, parti de gouvernement quand même, à l'Élysée. À sa sortie, Jean-Luc Mélenchon tweetait mais attendez, LFI a pas donné mandat à Olivier Faure, n'a donné aucun mandat à Olivier Faure. Oui. Laurence Rossignol, la sénatrice PS, a répondu aussitôt oui, mais le PS n'est pas une colonie de LFI. Il s'autodétermine sans tutelle. Voilà. Donc je pense que là, ça y est. C'est clair, on y est. En tout cas, la clarification, voilà, est en train de s'opérer et quelque part tant mieux. Voilà, donc comme prévu, une alliance de circonstances pour les élections, ça a tenu un peu plus longtemps que ce que je pensais. Je pensais qu'il trahirait dès le premier gouvernement. Finalement, c'est au moment du deuxième. Mais on y est. Socialiste, c'est un grand parti. C'est le plus ancien parti de la Ve République. Il n'attend ni consigne, ni ordre, ni amabilité de la part de Jean-Luc Mélenchon. Alors bon, le PS n'est plus vraiment un grand parti, aux dernières nouvelles. Hidalgo, à la présidentielle, elle a fait 1 ou 2%. Elle a dépassé les 2? Je sais plus. Pas grand-chose, en tout cas. Niveau électeurs, ils sont au ras des pâquerettes. Sans le NFP, ils n'auraient pas 50 députés. Je crois qu'ils en ont 58. C'est vraiment les voix des insoumis ont vraiment servi de marchepied à ces gens qui maintenant se torchent avec leur vote. Tant le bloc central que maintenant le PS qui dit nous, on est un grand parti historique. Ouais, mais bon, sans les votes des autres, vous auriez eu que dalle, quoi. Donc ouais, le chien mord le maître qui nourrit, là. Et il y a une différence entre être un vieux parti et grand. Mais bon. Donc tout ça a été oublié. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon peut aller se faire voir. Est-ce que les circonstances aujourd'hui sont réunies pour que le Parti socialiste, en fonction de ses valeurs, de ses combats, de tout ce que vous venez de rappeler, quitte son alliance avec la France insoumise ? Alors, il va dire que ça ne se présente pas de cette façon et que c'est la FI qui s'est mis en tort. Donc la première des choses, c'est que nous avons un cadre global qui est celui de l'union de la gauche et du rassemblement de la gauche. Et moi, ce que je veux souligner, en assumant très clairement une divergence stratégique majeure avec la LFI, c'est que c'est la LFI qui rompt le contrat du nouveau Front populaire. Il n'y a jamais eu marqué dans le nouveau Front populaire, dans son programme, que ce qu'on demandait, c'était la démission d'Emmanuel Macron, voire même sa destitution, d'ailleurs. D'accord ? Le nouveau Front populaire, c'est un programme d'action gouvernementale dans lequel il y a la défense du pouvoir d'achat, dans lequel il y a la défense des moyens des services publics, en particulier de l'hôpital et de l'école publique, dans lequel il y a l'abrogation de la réforme de l'État. En fait, à aucun moment, et c'est une divergence stratégique grave de la part de LFI, ils rompent avec cet accord programmatique pour rentrer, disons-le, dans une phase de chaos dont l'objectif politique est d'essayer de mettre la pression sur le président de la République pour qu'il démissionne. Ce n'est pas notre cadre d'action. Et en l'occurrence, je crois que c'est LFI
qui s'affranchit du cadre général de l'Union de la gauche, et je sens les communistes et les écologistes beaucoup plus proches de nos positions que de celles de Jean-Luc Mélenchon. On commence déjà à essayer de ramasser les petits copains pour qu'ils viennent s'allier à nouvelle union de la gauche, mais sans LFI. Imagine s'ils défendaient pas le pouvoir d'achat. Ouais. Ce qu'on veut, c'est moins de santé, moins d'éducation, plus de pauvres, et on voudrait bien supprimer les retraites aussi. Je suis sûr que ce serait un programme vendable. Voilà, donc le gouvernement a sauté, un nouveau est en train d'apparaître, et évidemment la LFI est un agent du chaos, alors que eux-mêmes ils ont voté la censure qui était censée provoquer le chaos. D'ailleurs, on nous a ressorti le projet peur habituel. Rendez-vous compte, si la censure est votée, demain il n'y a plus de pain dans les boulangeries, votre carte vitale ne fonctionne plus, et puis c'est un saut dans l'inconnu, et puis... Bah oui, mais bon, c'est une disposition prévue dans la loi, il y a un moment, ça doit pouvoir être utilisé en fait. Et finalement, Charles-Henri signalait que finalement la bourse de Paris augmente, après la censure, et surprise, les taux d'intérêt à 10 ans diminuent. Et le spread entre l'Allemagne et la France, qui était en train d'augmenter ces dernières semaines, a commencé à se réduire. À croire que le budget était vraiment merdique, et il est vrai qu'il était assez merdique, puisque il y avait des hausses considérables d'impôts, tout azimut, on essayait vraiment de faire les poches aux gens. Il n'y avait plus de justification à l'impôt. Le but, c'était de maximiser les recettes et de soutirer du fric aux gens pour des prétextes plus ou moins fallacieux, des trucs qu'on va pouvoir argumenter. On va passer la TVA sur l'eau minérale à 20% pour encourager les gens à boire de l'eau du robinet. Voilà. Il y avait aussi à un moment un ballon d'essai qui avait été lancé pour taxer les animaux de compagnie. Vous comprenez, les animaux, ça coûte cher à l'État, ils utilisent des infrastructures, ils vont à l'école, faut des crèches, je ne sais pas, mais voilà, ça se fait en Allemagne, on trouve ça génial, donc ce serait pas mal de faire pareil, on peut taxer les animaux, ça rapporte de l'argent. Pourquoi ? On ne sait pas, faut faire rentrer du fric. Il y a 6% de déficit, faut qu'on trouve. Ouais, TVA à 100% pour financer les trucs gratuits. C'était un budget un peu zinzin, et apparemment ça inquiétait pas mal de monde, puisque c'était parti pour faire couler l'économie. Mais il y a des gens qui sont quand même emmerdés, parce qu'ils comptaient dessus. Voilà, on repart de zéro, c'est une catastrophe, déplore Frédéric Rouanet, président d'un syndicat viticole. Tout le travail qu'on venait de faire avec une ministre de l'Agriculture à l'écoute, qui d'ailleurs n'y connaissait rien, avec laquelle il y avait des avancées, ça tombe à l'eau, on repart de zéro. On ne sait pas du coup si on obtiendra les enveloppes promises. Ah, voilà qui justifie, regardez, là. Non, mon enveloppe, la sainte enveloppe, le fric, les petits sous. Parce que l'idée de gagner de l'argent avec son travail, c'est fini. Tout se joue chaque année au moment du budget, et vous devez savoir si vous êtes dans le guichet qui recevra le plus de fric ou pas. Alors, idem, on nous a sorti la catastrophe du Mercosur. Censure du gouvernement, c'est une catastrophe pour les agriculteurs. La première des choses, c'est le Mercosur. Si Barnier tombe, la Commission européenne va tracer, c'est sûr et certain. C'est Barnier qui a réussi à entraîner avec lui la Pologne, l'Italie, les Pays-Bas. On s'en fout, en fait. Quand est-ce que ces gens comprendront que c'est la Commission européenne qui a la compétence exclusive pour signer des traités commerciaux? Même Lula, président du Brésil, il a dit on s'en fout de ce que pense Macron. À la fin, c'est pas lui qui signe. On en a rien à foutre. On a besoin d'un gouvernement fort qui aille trouver des alliances. Non, ça s'appelle... Faut être souverain. Soit c'est toi qui signes tes traités, soit tu délègues à d'autres, et tu te soumets, et tu la fermes. Mais faut arrêter de se mettre dans des situations de soumission, puis ensuite pleurnicher parce que vous êtes soumis. Ça n'a pas de sens. Bref, on reviendra là-dessus dans une autre vidéo plus spécifique à l'agriculture, puisqu'en fait, ils sont en train de liquider ce secteur, comme ils ont liquidé l'industrie. Et ils veulent transformer ça en une sorte de Disneyland pour bobos, qui fait du photovoltaïque, du tourisme à la ferme, de la méthanisation aussi. Vous allez ranger la forêt. Par contre, faire de la bouffe, non, on va aller plutôt l'acheter à d'autres qui travaillent sur de grands hectares, avec des moyens mécanisés, très industriels, très productifs. Et puis, nous, on va faire un petit musée de l'agriculture. Voilà, bref. Alors, motion de censure, quelles conséquences pour l'économie française ? Pas grand-chose, en fait. Ici, on nous rappelle qu'il peut y avoir quelques petits soucis. Seul le PLFSS peut autoriser la Sécu à emprunter en 2025. Et il se trouve qu'il y a 65 milliards à emprunter sur l'année, notamment pour couvrir un déficit qui ne peut pas être résorbé, parce qu'en 2024, le budget a été fait de telle manière qu'il y a eu 30 milliards de déficit, ils voulaient le réduire. Bon. Donc il faut financer le déficit plus la dette qui va être roulée en cours d'année.
Et en l'absence de ces dispositions, eh bien, des pensions et autres ne pourraient peut-être pas être versées, mais ça, tant qu'il y a un gouvernement qui fait un décret, un machin, une loi rectificative, c'est théorique, quoi. Dans les faits, ça se passera pas comme ça. Il y a un certain nombre de dispositions aussi qui vont sauter, du coup, les retraites de nos amis les boomers vont être revalorisées sur le montant de l'inflation dès le 1er janvier, et pas au 1er juillet comme c'était prévu. Moi, je pensais d'ailleurs qu'ils allaient complètement désindexer les retraites. Finalement, le gouvernement a sauté. Bon, on y viendra à ça. Pareil, un certain nombre de taxes et impôts nouvelles censées toucher les entreprises et les plus riches sautent. Mauvaise nouvelle, par contre, pour les classes moyennes, notamment inférieures, faute de revalorisation du barème sur l'inflation, du barème d'imposition sur le revenu, eh bien 380 000 contribuables non imposables en 2024 le seront en 2025. Ils ne vont pas non plus payer grand-chose. Quand il n'y aura plus de riches, on taxera les riches des pays voisins. C'est une très bonne idée. Côté dépenses, la Constitution autorise le gouvernement à ouvrir par décret le minimum de crédit qu'il juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement, ce qui exclut par contre toutes les dépenses exceptionnelles de 2024. Ils ont passé leur temps à les réduire, justement, ces dépenses exceptionnelles. Donc quand on te dit il y aura plus de budget, les fonctionnaires seront plus payés, vous n'aurez plus d'allocation, plus de carte vitale, c'est des conneries. Parce que bon, le minimum de crédit jugé indispensable, c'est quand même assez vague. Bref, surcoût de la dette, blabla. Par contre, au niveau de l'activité, c'est vrai que ça embête un petit peu les gens. L'activité tricolore souffre déjà terriblement, fortement, de l'instabilité et du manque de visibilité provoqué par la dissolution de juin dernier. Ça, j'avais vu une fois un sondage sur les chefs d'entreprise qui... on leur demandait ce qui les embêtait le plus. Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre, c'est pas tellement le niveau de taxes et de cotisations qui arrivait en premier, mais d'abord la visibilité et l'instabilité. Ils veulent pouvoir établir des budgets sur au moins plusieurs années, au moins une année, ce serait déjà pas mal visiblement, parce que des investissements se font sur un temps long, ce serait bien d'avoir de la visibilité, au moins sur 5 ans, ça peut être bien. Et ça, c'était le premier critère. Deuxièmement, je crois que c'était les normes. Troisièmement, il y avait le recrutement, la qualité du personnel, trouver des gens compatibles avec leurs besoins. Et puis finalement, l'impôt, taxation, ça arrivait beaucoup plus loin dans le classement que ce qu'on nous présente habituellement. Donc les entreprises ont mis tous leurs projets d'investissement en pause, les délais de paiement commencent à s'allonger et les trésoreries diminuent à l'image des carnets de commandes. Oui, selon le baromètre de cabinet machin truc, près de la moitié des investisseurs étrangers en France déclaraient le mois dernier avoir réduit ou reporté leurs projets d'investissement à la suite de la dissolution. Moins d'investissement, moins d'activité, moins d'achats, moins de tout, eh bien ça sent un petit peu la récession. Pareil, le secteur de la construction neuve est en panne et se dit particulièrement inquiet. Ils ont réussi à détruire complètement le marché immobilier, déjà dans le neuf, mais aussi autour de la location avec les DPE, surtout avec les DPE et avec différentes réformes qui augmentaient les taxes, qui conjuguées au gel des loyers dans tout un tas de villes, font que l'immobilier n'est pas rentable. Donc les gens ne louent plus. Et puisque les gens ne louent plus, il n'y a plus de logement. Il y a tout un tas de jeunes qui sont emmerdés actuellement pour trouver un logement pour leurs études. Du coup, les prix augmentent aussi. Alors pas dans les zones où le loyer est contrôlé, il y a tout simplement de la pénurie. Voilà. Puis c'est pas avec le PTZ étendu que ça va changer quoi que ce soit, mais bref. L'absence de budget ferait également s'effondrer l'investissement public. Le risque est réel que ce cercle vicieux se renforce si le gouvernement tombe, avec des impacts en cascade sur le taux de chômage en particulier. Donc ça, c'est pour l'activité économique et les investissements, mais aussi ça peut provoquer une baisse de la consommation des ménages qui, pour les mêmes raisons, reportent des achats, épargnent davantage, ne vont pas sur zoneartisanale.com et du coup, ils diffèrent leurs achats, donc baisse de la consommation et peut-être aussi baisse du coup des recettes, de la TVA. On va voir que ça a eu des conséquences sur le budget. Un cercle vicieux largement dénoncé par l'UDP qui représente les entreprises de proximité, selon laquelle l'absence de texte budgétaire plongerait le pays dans l'inconnu la plus totale. Pour François Asselin, la chose est entendue. Dans ces conditions, nous allons tout droit à la récession. Quel gâchis! Moins d'investissement, moins de consommation, la France a peur. Nous sautons dans l'inconnu. Il va quand même y avoir des conséquences économiques à tout ce foutoir politique. Donc c'est pas tellement l'absence de budget que l'instabilité qu'il crée dans l'économie qui va avoir des conséquences. Il y en a d'autres qui sont tristes, c'est évidemment Barnier et ses équipes. Tout est à terre, ils sont déprimés,
Un sentiment de gâchis, de déception et de tristesse les emporte, en même temps que la censure. Il y a forcément un sentiment de gâchis, on a travaillé dans une situation politique inédite, et on avait réussi à obtenir des choses importantes. Tout cela est balayé par des ambitions de politique politicienne. Un autre conseiller ministériel témoigne de sa déception. Pour les Français qui en ont marre de ce spectacle politique désolant, mais aussi d'un écœurement de voir les calculs politiciens prédominer sur l'intérêt général. C'est marrant tous ces membres de parti qui se plaignent du règne des partis. L'un de ses collègues partage encore sa tristesse de constater que le sens de l'intérêt général et de la France a disparu dans l'esprit des élus. C'est le triomphe des calculs et des intérêts personnels. Après plusieurs remaniements vus de l'intérieur, on apprend à ne pas se projeter. On apprend à ne plus en avoir rien à foutre. On travaille comme si, finalement, notre boulot n'avait aucun sens. C'est ça un peu le risque aussi. Voilà, c'est une conseillère d'un poids lourd du gouvernement démissionnaire qui dit ça. Donc on va gérer les affaires courantes, après on verra. Michel Barnier va aussi se borner à expédier les affaires courantes de l'État, comme ça avait été le cas pendant de nombreuses semaines au cours de l'été avec Gabriel Attal. Il considère que c'était voué à l'échec et que discuter avec le RN finalement n'apporte rien. La stratégie de Marine Le Pen et de ses troupes obsède encore beaucoup dans les étages des ministères. Le groupe d'extrême droite a été depuis le début de la nomination de Barnier et de son équipe en position d'arbitre et de censeur, puisque la gauche ayant annoncé d'entrée de jeu qu'elle voterait la censure. Voilà, donc ils ont vraiment donné toutes les clés du pouvoir au RN. Afin d'amadouer le RN, le gouvernement a progressivement lâché sur plusieurs mesures, que ce soit la taxe sur l'électricité, le déremboursement des médicaments, sans succès, puisque Le Pen avait aussi fait de la désindexation des retraites l'une de ses lignes rouges. Ce qui ressort de la séquence, c'est que discuter avec le RN n'apporte rien. Donc là aussi, on se demande un peu quelle est la stratégie du RN. Qu'est-ce qu'ils voulaient, en fait, finalement, parce qu'ils sont toujours dans une exigence permanente, mais en même temps, ils veulent pas du pouvoir, ils ne réclament pas d'avoir un Premier ministre issu de leur rang, ni même de former un gouvernement avec qui que ce soit à l'Assemblée, quand bien même les gens refuseraient, c'est eux qui refuseraient. Mais le fait est que le RN ne le propose pas non plus. Donc ouais, stratégie du RN, argent gratuit. Oui, mais pourquoi faire chier, en fait? Ils sont pas obligés de censurer le gouvernement. Ils peuvent dire à leurs électeurs, puisqu'on est en position de force, on continue, et on obtient plus de choses que si on censurait. Mais ils ont préféré virer le gouvernement. Donc voilà, ils tentent de se projeter en espérant l'avènement d'une coalition avec le PS et aussi ELV pour faire ce fameux arc républicain des sociaux-démocrates jusqu'à la droite. Faut arrêter avec les lignes rouges, c'est mortifère. On ne sait pas trop où tout ça, quel était le but de Le Pen, donc je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle tente de justifier son choix ici. Elle prétend protéger les Français face à un budget toxique. Il est vrai qu'il n'était pas terrible, mais il y a un moment où il va bien falloir faire un certain nombre de changements. On va dire ça comme ça, pas forcément d'économie. On est au-delà des problèmes de tableur Excel, mais bref, on y reviendra. En campagne électorale permanente, le parti fait toujours le pari d'une nouvelle dissolution, impossible avant l'été prochain. On sait très bien que cette situation ne vivra pas très longtemps et que nous serons très probablement amenés d'ici à 2027 à retourner aux urnes devant le peuple français, a rappelé ce mercredi Jordan Bardella. En censurant dès lors le budget, le RN a en tête de s'adresser en priorité à ses électeurs qu'il prétend protéger des hausses d'impôts. Donc tout ça, c'est de la posture politique, on fout le bordel pour provoquer une nouvelle dissolution à l'été. Et ça va être ça tout le long. Et tu as Macron qui dit on va essayer de faire ce gouvernement de large coalition, parce que c'était quand même son but dès le début, donc on va essayer de le faire, et il est censé tenir 30 mois. Parce que si on regarde les comptes, si on fait LR ensemble, écolo, ELV, on arrive à 314 députés, et là, le LFI, le RN, ils peuvent toujours tenter de voter la censure, ça passera pas. Donc soit il y a ce arc républicain qui se fait, et ça peut durer une trentaine de mois, jusqu'au terme du mandat de Macron, soit, effectivement, ça capote, et on a du bordel jusqu'à l'été, et après une nouvelle dissolution, nouvelles élections législatives, et puis on verra ce qui sort des urnes. Et si on a la même distribution, ça va devenir bizarre, quoi. Alors évidemment, le RN se défausse des conséquences d'une censure en expliquant que les institutions sont très solides, mais derrière la censure, l'idée d'une démission du président de la République comme ultime recours fait son chemin. Je ne demande pas que la démission d'Emmanuel Macron, je dis qu'il arrivera un moment où si on ne prend pas la voie du respect des électeurs, la pression sur le président de la République sera évidemment de plus en plus forte. Mais c'est lui qui aura la décision et le dernier mot, à renvoyer Marine Le Pen qui n'exclut pas une présidentielle anticipée.
Voilà donc les fameuses manœuvres de politique politicienne, et déjà, là on est le 6 décembre, après la censure, Marine Le Pen est prête à voter une nouvelle motion de censure sur un futur gouvernement. Si on ne lui obéit pas, cela fait partie des choses qui peuvent arriver à un moment, encore plus à partir du moment où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, que personne ne pense que j'aurai dorénavant les mains liées, poursuit-elle. Je fais ce que je veux. Cette dernière estime qu'Emmanuel Macron doit à la France la nomination d'un Premier ministre rapidement, dit-elle après avoir viré le gouvernement, rappelant les lignes rouges de son parti. Nos conditions sont celles que nous avons posées au mois de juillet. Michel Barnier ne les a pas respectées, ce qui a entraîné la présentation d'un budget qui a été censuré. Si le prochain Premier ministre n'a pas compris comment ça fonctionne, c'est à désespérer. Sauf que, quand bien même je pense que le nouveau Premier ministre serait une serpillière au service du RN et dirait oui à tout, il est tout à fait possible que le RN vote quand même la censure et trouve une raison juste pour faire chier et provoquer des élections, parce qu'ils sont dans un moment où, électoralement, ils sont les plus forts. C'est sans doute aussi sur ça qu'ils comptent en cas de nouvelles élections législatives ou présidentielles. Le NFP étant maintenant divisé, ça va être compliqué, et l'ensemble étant totalement discrédité, là on verrait vraiment une énorme majorité RN. En tout cas, il y aurait sûrement plus de députés RN qu'il n'y en a déjà pour le moment. Pourquoi le RN ne soutient pas la destitution s'ils veulent des présidentielles anticipées? C'est une bonne question. Peut-être pour ne pas en être responsable, elle disait on va mettre la pression sur lui pour provoquer une présidentielle anticipée, mais ils veulent qu'il démissionne, pas qu'il le vire. C'est toujours pareil, on veut éviter d'être responsable, à mon avis. Donc voilà où on en est, avec un paysage politique sur la forme qui est complètement détruit, tout est à terre, triste sentiment, etc. Des politiciens de carrière assez cyniques qui dénoncent le cynisme des autres, et d'expliquer à quel point c'était ici le sens de l'intérêt général et de la France a disparu dans l'esprit des élus, et on a maintenant des partis d'opposition principalement qui sont là pour des intérêts purement politiciens, de posture, que ce soit tant la LFI que le RN, et on est censé faire un gouvernement avec ces gens-là, avec une assemblée dominée par ces gens-là pour le moment. Donc on verra s'il y a ce fameux arc républicain qui va apparaître, sans doute, parce que de toute façon il n'y a pas vraiment de choix. Et donc on a une frange assez importante de l'Assemblée, plus de 30%, plus de 40%, qui est là pour foutre le bordel et pour faire avancer un agenda purement électoral, et ils en ont rien à foutre du budget, de la France, de la situation économique du pays, des gens. C'est pas leur problème. Ils accuseront quelqu'un d'autre d'être responsable. C'est la faute à Macron, c'est la faute aux électeurs, c'est la faute au RN, c'est la faute des autres, quoi, parce que les gens ne veulent pas appliquer ma politique alors que je suis minoritaire, que ce soit le LFI ou RN, c'est pareil. On a gagné, ils ont tous gagné, on fait ce qu'on veut, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes des méchants et des irresponsables. Et ils sont tous dans cette posture. Et on voit qu'ils sont dans une immaturité complète, parce que même Faure réclamait la nomination d'un type pour les gérer, un préfigurateur qui organiserait des négociations parce qu'ils sont pas foutus de se mettre autour de la table. Et c'est ces gens-là qui sont censés s'entendre, puisqu'ils ont été élus et qu'il n'y a pas de majorité, ils sont obligés de faire une coalition normalement, et ils doivent s'entendre pour créer une coalition de gouvernement, désigner un Premier ministre, un gouvernement, et gérer la politique du pays. C'est eux qui sont censés la définir. C'est pas Macron. Il n'est pas censé nommer un préfigurateur, ni même venir à la télé expliquer que c'est tous des cons, que vous avez mal voté et qu'il faut lui obéir, quoi. Et voilà un peu le paysage politique. On a un peu l'impression d'être à la crèche, et le sens de la chose publique, de l'intérêt public, a complètement disparu. Faut dire aussi que ces gens n'ont plus vraiment les manettes. Parce qu'à part voter un budget européiste, il n'y a rien d'autre à faire. Il va falloir à un moment obéir au carcan de la finance, de l'Europe, de la mondialisation. On est dans une procédure de redressement de déficit excessif. Donc les marges de manœuvre sont ridicules, et le pauvre Barnier a fait sans doute un petit peu ce qu'il a pu dans une voie qui pue la merde. Il n'y a pas de redressement dans cette voie-là, mais pour aboutir à une sorte de consensus pro-européen, mais un consensus dans le cadre actuel, et en fait plus personne n'en a rien à foutre. Et se comporte comme si ce cadre n'existait pas, et se met à avoir des exigences et des desiderata et des machins, mais sans en tirer les conséquences. Il y en a pas un qui veut sortir de l'Union européenne. Mais il faut la désindexation des retraites et plus d'argent par-ci, par-là. Et... Très bien, hein. Dans le cadre de l'euro, oui, d'accord. Ça va bien se passer. On en est à 6% de déficit, mais bon, c'est pas grave. Donc sur la forme, c'est une catastrophe absolue. Le paysage politique est un désastre.
Et on va voir un petit peu ce qui se passe sur le fond, parce que nous sommes dans une situation budgétaire particulièrement dramatique. Et on va arriver à la deuxième partie de cette longue vidéo, la partie budgétaire, où pour rappel quand même, notre pauvre Barnier, il a débarqué en expliquant que la situation budgétaire est très grave, qu'il la découvrait. Une phrase qui irritait les macronistes. La situation budgétaire est très grave et il demande tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Alors les macronistes n'étaient pas contents, parce que forcément ça condamne leur formidable gestion de ces 7 dernières années. Ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de cadavre nulle part, que Barnier n'avait qu'un à aller voir le bureau d'à côté dans lequel se trouve Jérôme Fournel, son directeur de cabinet, qui était auparavant celui de Bruno Le Maire, donc il doit quand même être au courant des conneries. Et il dénonce une rhétorique à la François Fillon, dire que c'est grave quand ce n'est pas sa faute, ça le place en sauveur, alors que quand c'est le maire qui le dit, on l'accuse d'être responsable. Oui, parce que le maire, il est là depuis 7 ans, et c'est monsieur 1000 milliards de dettes, alors que Barnier vient d'arriver, même si évidemment Barnier étant un homme politique d'un certain âge, européiste, qui a soutenu toutes les conneries, il est quand même tributaire, responsable, plus que les autres Français, de l'état actuel des finances publiques, de l'économie, puisqu'il a soutenu tout ce qui détruit la France, l'européisme, la mondialisation, le libre-échange à l'américaine, bref. Mais voilà, ça le place en sauveur, donc comme s'il prenait une posture, mais pourquoi est-ce que la posture du sauveur est devenue pertinente ? Ce serait bien de se poser la question. Faut croire que la gestion de ces 7 dernières années nécessite un sauveur. Comment le gouvernement a ignoré des notes confidentielles alarmantes sur le dérapage budgétaire ? On va jeter un œil à un reportage de l'œil du 20h. Alors c'est plutôt rare qu'au JT de 20h, il y ait des choses intéressantes. Souvent c'est surtout de la propagande, mais de temps en temps, ils se rappellent qu'ils sont journalistes et puis ils font un petit reportage qui dit des vérités. Donc là, c'est un peu long, mais bon, on va leur pomper parce que ça permet de faire le tour des notes et de l'historique. Et ça fait un bon résumé. C'était il y a tout juste un an. Une époque où le déficit public français semblait encore sous contrôle. Notre pays tiendra donc son engagement de ramener le déficit public à 4,4% en 2024. Nos actes sont en cohérence avec nos engagements. Pourtant, c'est un autre scénario qui va s'écrire. Des notes confidentielles de Bercy alertent sur le dérapage des comptes publics. Pendant des mois, rien ne filtrera. On nous cache des choses, on ne nous dit pas tout. Que savait-on réellement de la dégradation accélérée des comptes publics au plus haut sommet de l'État ? Dès l'automne dernier, des notes confidentielles de Bercy que nous nous sommes procurées alertent sur l'état des finances publiques. Le 28 novembre, dans un mémo, l'administration prévient le cabinet de Bruno Le Maire. L'activité française a ralenti, de façon plus marquée que prévu. Quelques jours plus tard, le 7 décembre, une nouvelle note signale que, faute de recettes, le déficit pour l'année 2023 s'alourdirait de 9,2 milliards d'euros. Ce qui aggraverait aussi le déficit en 2024. Le directeur du Trésor précise toutefois que les chiffres ne sont pas encore définitifs. Il convient de rester prudent, mais la tendance n'est pas bonne. Thomas Cazenave, ancien ministre délégué au compte public, explique pourquoi, à l'époque, décision a été prise de ne pas réagir. Quand vous êtes en responsabilité, pour pouvoir agir, il faut avoir la bonne information. Et quand les directions d'administration vous disent « il est trop tôt pour agir, il est trop tôt pour communiquer », c'est normal qu'on attende d'y voir clair. Attendre. Alors, en fait, ils n'ont pas tant attendu que ça, parce que je vous rappelle déjà que j'avais fait des vidéos justement sur le sujet l'année dernière, encore plus pauvre en 2024, voici comment et pourquoi, et puis aussi Bruno panique. L'austérité ne suffira pas à payer ses bêtises. Ça, c'était une vidéo en septembre et puis une autre en décembre, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait eu toute une panique au printemps, autour de juin, juillet, parce que peut-être que la note de la France allait être dégradée, et donc ils avaient commencé à faire des gesticulations pour montrer qu'ils allaient rentrer dans les clous de la sainte gestion budgétaire. Et Bruno Le Maire avait envoyé une demande auprès de tous les services ministériels pour qu'ils leur fassent remonter des propositions d'économie, avec pour but d'économiser autour de 10 milliards. Et finalement, sur le budget 2023, ils avaient raboté tout ce qu'ils avaient pu, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les étudiants. Ils avaient fait passer au forceps un truc sur le déremboursement de médicaments
autour de la Sécu, bref, 800 millions par-ci, 800 millions par-là. Et puis ils avaient tapé un peu sur les budgets des ministères, ils avaient gelé des crédits qui avaient été prévus pour l'année, et donc qui ne seront pas dépensés en 2023. Et donc ils avaient fait le maximum d'économies possible, parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà sur une trajectoire dérapante, tangente, et que le déficit annoncé pour 2023 allait pas pouvoir être tenu. Ils étaient déjà au courant, et ils essayaient déjà dans la coulisse d'éteindre l'incendie. Bref, on continue. Voilà sans doute pourquoi, début janvier 2024, lors de ses vœux, Bruno Le Maire reste rassurant. Ce 4,4% de déficit n'est pas une lubie du ministre des Finances. C'est un objectif collectif fixé par le président de la République. Le tournant du redressement de nos finances publiques a été pris. Il sera tenu fermement. Pourtant, selon une nouvelle note confidentielle un mois plus tard, le déficit atteint 5,7% du PIB, très loin de l'objectif des 4,4%. Une différence de 35 milliards d'euros, l'équivalent du budget du ministère de l'Intérieur. 2 jours après cette note, le ministre s'invite au journal télévisé pour annoncer 10 milliards d'euros d'économies, mais toujours aucune mention d'un dérapage de la dette. Alors, ça, c'est 10 milliards supplémentaires, parce qu'ils avaient déjà fait des coups de rabot sur le budget 2023, et 2024 commence, le budget est voté donc à l'automne 2023 pour 2024, et à peine au début de l'année, ils se rendent compte qu'ils ont fait du mauvais travail, ou ils n'ont peut-être pas voulu voir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et l'objectif de 4,4, eh bien, il ne va pas pouvoir être tenu, et donc là aussi, ils se mettent tout de suite à raboter les budgets des ministères sur le même plan, c'est-à-dire qu'on va geler des crédits sans forcément passer par une nouvelle loi de finances ou un budget rectificatif. Voilà. Nous maintenons l'objectif d'un déficit public à 4,4%. C'est bien notre objectif quand je dis qu'il faut faire des économies. C'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. Il faut attendre 3 semaines de plus et une interview dans le quotidien Le Monde pour que Bruno Le Maire admette que les finances publiques dérapent. Cette annonce surprise du ministre suscite la colère de Jean-François Husson, sénateur républicain et rapporteur général du budget. Je ne comprends pas. On nous a vendu en permanence, là encore, le gouvernement en disant on tiendra les objectifs, on va adresser les comptes, etc. Et là, ça divise complètement. Le 21 mars, le rapporteur se rend à Bercy pour exiger les documents qui expliquent l'ampleur de la dégradation. Et là, en 3 heures, on découvre qu'il y a eu des alertes. Ça me conforte dans l'idée qu'on ne nous a pas tout dit, qu'une part de l'information a été retenue. Agacés, les sénateurs Husson et Raynal lancent une mission d'information sur la dégradation des finances publiques. Je crois qu'on est là pour se dire les choses. Effectivement, vous l'avez fait, avec vos mots. 3 heures de bras de fer face au ministre de l'économie, notamment sur les notes confidentielles de Bercy. Pourquoi ne pas avoir annoncé plus franchement les éléments dont vous disposiez ? Ma responsabilité vis-à-vis des Français n'est pas de semer la panique en indiquant on va être à 5,7% de déficit, mais de prendre les mesures nécessaires pour contenir les conséquences du déficit 2023 supérieur à ce qui a été prévu. C'est pas mal ça comme excuse. Hein. Les Français sont des gamins, on va pas les paniquer. Hein. Tu vois un peu la conception de la démocratie. Le mec te dit, je vous ai rien dit, c'est du mensonge par omission. Parce que dans une démocratie, normalement, la transparence est quand même censée être, au moins sur les comptes publics, hein, est censée être faite. Et bien là, il dit non, je vous dis rien, parce que vous êtes des enfants et que vous allez paniquer. Et puis, il essaye, tant bien que mal, de réparer ses conneries dans la coulisse avant de se faire taper sur les doigts. Ça n'a pas marché. À partir de la fin mars, Bruno Le Maire plaide en effet pour une loi de finances rectificative. Ce PLFR permettrait de corriger les grands équilibres du budget. Mais à l'approche des élections européennes, ni l'Élysée ni le Premier ministre ne souhaitent imposer des restrictions aux Français. Nous sommes allés chercher une... Ah, apparemment il y en a d'autres qui gèrent le budget sans se soucier de l'intérêt général et qui ont des impératifs et des calendriers politiques en tête. Voilà, on va pas paniquer les gens avant les élections européennes, donc on va surtout pas corriger le budget qui est un peu parti en couille. Apparemment il y a eu un souci quelque part, il y a quelque chose qui a été mal calculé, il y aura plus de déficit, faut reprendre la copie. Ah non, on dit rien.
c'est pour les élections. Et après, maintenant, ils font les malins. Mais comment les élus ont perdu le sens de l'État et de la chose publique, comme si c'était que dans les oppositions. Explication auprès de celui qui est désormais député. Pourquoi vous et le président de la République avez refusé ce projet de loi de finances rectificative ? Quand on regardait ce qu'aurait été le sommaire de ce PLFR, c'était essentiellement de la hausse de fiscalité. Or, le choix que nous avons toujours privilégié, c'est celui des économies en dépenses. Un mois après ma nomination à Matignon, j'ai pris un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit. Ça ne s'était jamais vu. Ça ne suffira pas. Voilà, comme je vous le disais, dès début 2024, ils ont signé un truc pour geler des crédits parce que c'est ce qu'ils peuvent faire sans passer devant l'Assemblée. Mais il aurait très bien pu proposer un PLFR qui propose plus de réduction de dépenses plutôt que d'être axé sur de la fiscalité. Il aurait très bien pu dire, Bruno, tu reviens avec autre chose. Ou mettre les députés sur le coup, puisque c'est censé être eux qui votent le budget. Mais non, on va planquer ça sous le tapis, on n'est pas au courant, et puis on n'en parle pas. Donc on privilégie la dépense, mais finalement on la vote quand ? Enfin, la réduction de la dépense. Mais finalement, le déficit a dérapé, quoi. C'est bien géré tout ça, quoi. Faudrait pas saboter la campagne de Hayé. Oui, c'est vrai qu'elle y arrivait très bien toute seule. Avec la dissolution puis la campagne des législatives, les mesures de redressement de l'économie sont mises en pause. Le déficit dépassera les 6%. Le nouveau Premier ministre connaît parfaitement la situation. Son directeur de cabinet, Jérôme Fournel, occupait précisément le même poste chez Bruno Le Maire à Bercy. De son côté, l'ancien ministre n'a pas souhaité nous rencontrer. Il faudra se contenter d'un SMS énigmatique. La vérité apparaîtra plus tard. Aurait-il des confidences à nous faire ? Voilà, je réponds pas à vos questions, ni en off, ni rien du tout. Merci de votre sollicitation. La vérité apparaîtra plus tard, bien à vous. Merci Bruno. Voilà ce qui est écrit sur le SMS qu'ils ont reçu. C'est très énigmatique en effet. On sent qu'il a envie de chier sur les petits camarades qui l'ont peut-être empêché de faire certaines réductions des dépenses publiques, puis que maintenant c'est quand même lui qui est en première ligne et qui se prend tout ça dans la tronche. Donc voilà, ça c'était les fameux 10 milliards du début d'année, un décret gouvernemental. Et puis on n'est pas allé plus loin parce que vous comprenez, il y a les élections. Déficit du coup de 6,2% en 2024. Ça n'arrête pas d'augmenter au cours de l'année. Donc voilà, 4,4 au début, 5,7, 6, 6,2. Ça commence à faire beaucoup. 0,1 point, ça fait 3 milliards de déficit en plus. Est-ce que c'était pas les économies réalisées sur la réforme des retraites, ça, 3 milliards ? Dans son plan de bataille budgétaire jusqu'en 2029, présenté machin chose, il faut revenir à un déficit de 2,8%, ça fait 100 milliards d'économies à réaliser sur la période. Et c'est simplement pour faire moins de déficit, donc la dette continuera d'augmenter. Mais bon, on s'en fout, hein. Alors avant tout ça, il y a Pierre Moscovici, qui est au Conseil constitutionnel, non, il est à la Cour des comptes, hein. Et il explique qu'il faut quand même comprendre comment un budget peut déraper comme ça, parce qu'apparemment on ne sait pas pourquoi. On n'est pas au courant, mais vous allez voir, il ne faut surtout pas pointer de responsabilité. C'est la faute à personne. Quitte à vous mouiller, Pierre Moscovici, continuons si vous voulez bien. Éric Coquerel, hier, président de la Commission des Finances, insoumis, a dit en Commission des Finances, justement, devant vous, il va bien falloir à un moment que notre commission se transforme en commission d'enquête. Il va falloir faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur la raison pour laquelle il y a eu ce dérapage. Alors, je ne sais pas si c'est la commission des finances qui doit se transformer en commission d'enquête, je ne sais pas quelle forme ça doit prendre, ça, je ne suis plus au Parlement. Mais une chose que je sais, c'est qu'il est indispensable de comprendre comment, effectivement, en un an, on est passé de 4,4% de budget voté à 6,1% de budget exécuté. À qui la faute ? Où est-ce que ça a Justement, je vous dis, il est indispensable de le comprendre. Et il ne s'agit pas de faire le procès de tel ou tel, ni d'un politique, ni d'administration. Non, il s'agit de comprendre pourquoi. Parce que si on ne comprend pas, et si des mécanismes profonds sont à l'œuvre, ils peuvent se reproduire. Et ce dont je n'ai pas envie, c'est que nous nous retrouvions dans un an, dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le Haut Conseil est là et pour laquelle il donne ses opinions qui visent à éclairer le débat public. Donc vous souhaitez une enquête ? Je souhaite qu'on sache pourquoi et comment cela s'est produit, parce que je pense que ce n'est pas encore une question de responsabilité personnelle, c'est pas ça le sujet, mais on a besoin de savoir pour éviter la reproduction de certaines erreurs éventuelles. Quitte à vous mouiller. Mais c'est vraiment des gamins irresponsables. Pour que le type te dise j'ai fait une connerie, il faut bien lui dire mais on va pas te punir, ce sera pas une question de responsabilité personnelle. Voilà, faut ménager les égos de ces gamins parce qu'ils foutent le pays par terre et puis après ils disent non, c'est pas moi, j'ai rien fait, il s'est rien passé, c'est énigmatique, on est au courant de rien. Ils ont un peu 5 ans. Qu'est-ce que t'as fait, Dylan, avec le budget ?
Hein? Pourquoi il est foutu, le budget? Pourquoi il a dérapé? Allez. Mais non, ce sera pas écrit dans ton carnet de correspondance, Dylan. Allez, explique-nous. Qu'est-ce que t'as fait de l'argent, Dylan? Voilà, il faut pas pointer les responsabilités, oulala. Puis d'ailleurs, tu vois, Moscovici, disons qu'il fait partie de ces politiciens où il vaut mieux pas créer une culture qui pointe les responsabilités. Il faudrait mieux pas prendre l'habitude d'aller chercher les politiciens et de leur demander des comptes, parce qu'ils pourraient avoir à en rendre, justement. Alors il y a Pierre Lelouch qui, lui, n'est pas de cet avis et qui pense que certaines personnes devraient mériter d'aller au pénal et que la situation est extrêmement grave. Bien sûr, je me demande si ça relève même pas du pénal, hein, parce que, bah bien sûr, vous savez, rappelez-vous la crise grecque, tout avait commencé parce que les chiffres avaient été frelatés. C'est ça qui avait amené la Grèce dans ce tourbillon terrible. Et vous pensez que c'est le même scénario? Alors, il y a des chiffres qui ont été frelatés, évidemment, puisqu'il y a 100 milliards qui étaient planqués et qu'on redécouvre comme étant une dette supplémentaire au niveau de ce budget. C'est quand même incroyable, alors que moi j'ai été ministre à Bercy, je sais que les gens sont en général de grande qualité et honnêtes, donc quelqu'un a modifié la présentation des chiffres. Alors, je crois comprendre dans ce qu'a dit, ou se laisse entendre le maire, c'est que lui voulait faire un collectif budgétaire en début d'année pour dire, ben voilà, on a avant les européennes. Avant les européennes, et que pour des raisons politiques, le pouvoir a décidé de ne pas annoncer ces chiffres avant les européennes. Du coup, on les a retrouvés après, dans une période de panique, puisqu'en plus, il y a eu la dissolution et donc l'absence de préparation du budget. Donc voilà, c'est ce capharnaüm qui est digne, en effet, d'un pays en voie de développement, mais qui n'est pas digne de la République française. Et donc, il y a des choses qui, probablement, relèvent du pénal, là-dedans. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de commission d'enquête? Non, bah, elle n'existe pas encore. Ah oui, mais... Il y aura peut-être une... Oui, mais enfin... ça mériterait bien plus que ça, à mon sens, en vérité. Mais c'est bien que le Parlement s'en saisisse, et c'est bien qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé, parce que quand même, 100 milliards, c'est pas rien. C'est 3 points de PIB, rien que ça. Voilà, sur 2023-2024, les mecs, ils ont planqué 100 milliards. Et apparemment, comme l'a dit Bruno Le Maire, la vérité sera révélée. Un jour, vous saurez, il y a des cadavres dans le placard. Il paraît, j'ai eu des échos comme quoi, à Bercy, ils savent qu'il y a de la dette planquée dans tous les coins, en fait. De toutes les manières possibles, par des astuces comptables. Ceux qui connaissent un peu les carabistouilles de la mairie de Paris sont peut-être au courant de la manière dont on peut parfois cacher une dette, ou sur le plan comptable, faire apparaître des revenus qui sont en fait anticipés, et qui ne sont pas vraiment réels. Bref, il y a des cadavres dans le placard qui vont bientôt tomber. Les 6% de déficit, on verra, quoi. Parce qu'au cours de l'année 2025, on va découvrir qu'il y avait peut-être d'autres dettes planquées sous les tapis. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne veut pas voter de budget, mais bon. Donc il y en a qui mériteraient d'aller en tôle. Les comptes publics sont totalement douteux, et sur des montants qui sont colossaux. J'ai trouvé 100 milliards comme ça du jour au lendemain sur 2 exercices, mais quand même, ça fait beaucoup. D'autant qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Il est même plutôt probable que ce soit le contraire. Et donc maintenant, Bruno, auditionné, en toute décontraction, a souhaité bonne chance à Michel Barnier. Il est venu pendant 3 heures, il a expliqué qu'il a tout bien géré, qu'il était génial, qu'il est responsable de rien. Apparemment, la justification de ce trou, c'est un manque de recettes. C'est pas tellement les dépenses qui auraient dérapé, à part sur quelques montants, mais c'est surtout un déficit de recettes. Il y aurait eu pas assez de TVA perçue, d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les sociétés, qui se seraient effondrés de 10 milliards, comme ça en un an, on ne sait pas pourquoi. Et puis aussi les droits de mutation autour de l'immobilier, puisqu'ils ont foutu par terre le marché de l'immobilier. Et donc tous les droits de mutation et les machins qui se chiffrent, ça chiffre assez vite. Hein. Je crois que c'est combien? C'est 8% dans l'ancien, 4% dans le neuf, sur des montants de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça fait tout de suite de l'argent. Donc quand vous avez moitié moins de transactions financières, de transactions immobilières, bah forcément, ça fait un gros trou. Donc il faut trouver l'explication aussi de ces chutes de revenus en termes de TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on pourrait peut-être penser que ces impôts étant directement liés à la santé économique, peut-être que l'économie se casse la gueule. Mais non, 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 non. Pas pour Bruno Le Maire. Au contraire. Pour Bruno, c'est parce qu'on est en train de passer d'une nation de consommateurs à une nation de producteurs. On a un sujet conjoncturel et je pense que nous devons avoir une interrogation plus structurelle. Nous avons une structure de l'économie et de la croissance qui a changé au cours des dernières années et qui a plutôt changé dans le bon sens.
il y a plus d'exportation et moins de consommation. Dans le fond, on est en train de transformer la France en grande nation de production. On appelle ça un pays du tiers-monde. C'est le Bangladesh, en fait. Voilà, les gens ne consomment pas parce qu'ils n'ont pas de fric, ils sont compétitifs pour pouvoir exporter. Je ne sais pas ce que c'est une nation de consommateurs et une nation de producteurs. Normalement, il faut produire pour pouvoir consommer. Est-ce que tu veux consommer avec quoi, sinon? Et qu'est-ce que tu veux consommer si tu produis rien? Ça n'a aucun sens. Donc si tu es le producteur du voisin, ça veut dire que tu es moins cher que le voisin, et tu es compétitif par rapport à lui. Donc on a une nation de clodos. Voilà, on passe d'une nation de consommateurs qui achètent les produits des autres parce qu'ils ont du pouvoir d'achat, à une nation de producteurs qui sont pauvres, et donc qui vont travailler pour les autres. On va faire les t-shirts des Chinois. C'est ça qu'il est en train de dire. Moi, c'est mon souhait. Je pense que c'est essentiel que la France redevienne une nation d'usines et de paysans, d'ouvriers et d'agriculteurs. Voilà, c'est dingue. Les mecs signent le Mercosur, ils torpillent l'agriculture, ils participent à la désindustrialisation complète. Cet abruti a gaspillé des milliards dans les batteries, faire des chèques comme ça pour acheter des usines, clés en main, on va faire des grands projets. C'est tout coulé. Et toutes les usines qui fonctionnent sans subvention se barrent ou sont en train de fermer. J'ai tout un dossier justement là-dessus, je compte faire un Pierre du mois, sur les joies de la mondialisation heureuse, où c'est toutes les semaines une annonce de délocalisation. Et le type te dit on est en train de devenir un pays d'ouvriers et de paysans. Il suicide les paysans, qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Il est cinglé ce type. Qu'elle redevienne une nation de producteurs. Le seul défaut de ce choix économique que je revendique, et nous sommes dans la bonne direction, c'est que ça fait effectivement moins de recettes de consommation, moins de recettes de TVA. Donc quand on bascule d'une nation de consommateurs à une nation de producteurs, ce qui pour moi est le grand enjeu français économique pour les prochaines décennies, on a effectivement moins de recettes de TVA. Ça, c'est un premier sujet. On a par ailleurs une consommation qui a été plus faible que prévu. On peut peut-être le lier aux incertitudes politiques. Tout ça aboutit effectivement. Alors, si on est des producteurs, pourquoi il y a moins d'impôts sur les sociétés? Pourquoi il y a 10 milliards de moins? Pourquoi il y a moins d'impôts sur le revenu? On n'est pas devenu producteur, on est devenu pauvre. C'est pour ça que les gens consomment plus. Ou alors ils se concentrent sur des produits qui ne sont pas fiscalisés par la TVA la plus élevée. Hein, quand tu as payé ton loyer, il n'y a pas de TVA. C'est quand même parfois 40% du revenu des gens. Ça commence à faire beaucoup. Je crois que sur l'électricité, il y a un taux de TVA réduit, il me semble bien. Hein. Ça doit être 10%. Et puis après, il y a la TVA sur l'alimentation qui est à 5,5. Donc quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de revenus et qui se contenterait de payer les factures, loyers et la bouffe, forcément, la TVA à 20% sur les loisirs et les objets les moins essentiels, les objets de consommation finalement, bah, il les achète moins, donc il y a moins de TVA. Ceci explique peut-être cela. Mais voilà, c'est une politique qu'il revendique, appauvrir les gens et les transformer en des prolos exploités par les pays étrangers, parce que c'est ça quand on est une nation de producteurs compétitifs, parce que c'est pas la compétitivité par le haut où on va faire des produits de haute technologie qui permettent d'exporter par exemple des avions. Les types chez Airbus ne sont pas des gens sous-payés, mais c'est de l'industrie technologique, c'est de l'industrie à haute valeur ajoutée. Là, ce qu'ils font, c'est baisser le coût du travail, voilà, chercher à exporter sur une base de compétitivité prix, ce qui est complètement con, vu la structure de la société française, de son économie, puis de l'histoire aussi économique du pays, c'est stupide. Donc voilà, on a une nation de pauvres qui travaille à l'export vers le Bangladesh, ça va être génial, en compétition avec le Bangladesh. Bruno est content de lui. Vous avez peut-être vu ça. Il était démissionnaire, il avait fini son mandat et ses âneries. Il est venu nous expliquer à quel point il était content de ce qu'il avait fait ces 7 dernières années. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, je vais quitter le ministère de l'économie et des finances, que j'aurai donc occupé pendant plus de 7 ans. 7 ans, ça fait un sacré bail. Je veux juste... Ça fait aussi un sacré déficit, hein. C'est quand même 1000 milliards de dettes en plus. Vous dire que cela a été ma fierté de vous servir le mieux possible pendant ces 7 années. Tout n'a pas été parfait, bien entendu. Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux, mais je peux vous assurer qu'avec mes équipes, avec tous les agents de Bercy, nous avons donné le maximum. Nous avons donné le maximum. On a donné le maximum de votre argent. D'ailleurs, il n'y en a plus. D'ailleurs, on est même allé au-delà des déficits et au-delà des budgets votés. On a donné le maximum à tout le monde. Pour créer du travail partout sur le territoire français. Nous avons donné le maximum pour faire venir des investisseurs. Et donc en fait, à chaque fois, il te dit, j'ai donné votre argent pour subventionner des conneries.
Alors, créer du travail à partir de rien sur des trucs subventionnés. Hein, c'est comme les usines de paracétamol complètement inutiles, les usines de batteries, les éoliennes. On va donner de l'argent aux investisseurs. Pour ouvrir des usines, pour relancer la production industrielle dans notre pays. Nous avons fait le maximum pour conjuguer la protection du climat et la croissance. Et Dieu sait qu'il reste encore beaucoup à faire pour accélérer cette décarbonation et cette transition écologique. Ah, le fameux modèle allemand. On va mettre des panneaux solaires et des éoliennes et essayer de conjuguer croissance et écologie. Bon, c'est la faillite, hein, mais continuons. Et puis nous avons fait le maximum face aux crises qui ne nous ont pas épargnés. La crise du Covid, la plus grave depuis 1929, et la crise inflationniste qui, je le sais, vous a tous profondément touchés dans votre vie quotidienne et qui a touché votre pouvoir d'achat. Cette protection, elle était indispensable, elle était nécessaire pour tous. Il n'a pas parlé de la crise énergétique, parce qu'en fait c'est celle-là, c'est pas tellement l'inflation. C'est surtout l'augmentation considérable des coûts de l'électricité pour des raisons totalement débiles. On va pas revenir là-dessus, il y a plein d'informations sur la chaîne, mais du coup il y a une facture de plus de 60 milliards dont on aurait pu se dispenser, et qui a servi à payer la spéculation des fournisseurs alternatifs qui servent à rien, et qui sont des gros parasites. Ah, il a fait le maximum pour ça, c'était génial. Maintenant, une nouvelle page va s'écrire pour moi, et je vais revenir à mes premiers amours, l'enseignement. J'ai été professeur de français au début de ma vie professionnelle. Oui, ça se voit. À nouveau enseigné, et je peux vous dire que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'attends de retrouver des étudiants pour pouvoir échanger, transmettre et comprendre le monde qui vient. Ah, ce serait pas mal de comprendre le monde qui vient. Ça fait 7 ans qu'il gère l'économie d'un pays développé qui est censé être là. Alors ça devait être la 5e quand il est arrivé, on doit être en 7e position maintenant dans l'économie mondiale. Bon, c'est pas terrible quoi comme bilan. Et c'est un type qui est un prof de français, qui a une passion pour l'écriture des bouquins de cul, qui veut faire de l'enseignement et qui va être très content. Maintenant, il en avait vraiment marre en fait. Et il a envie d'essayer de comprendre le monde qui vient. J'espère bien que nous allons garder le lien que nous avons tissé pendant 7 ans. Et donc, oui, je vais garder les mèmes que j'ai fait sur toi. Notre fameux hamster. Je vous dis à bientôt. Et il nous dit à bientôt parce qu'il compte revenir en 2027. Ah, le mec a donné le maximum de notre argent pour tout un tas de conneries. Et il s'est organisé une petite sauterie à son effigie au moment de son départ. 1500 invités dans la cour de Bercy. Et ce baltringue se fait applaudir, prendre en photo. Et j'ai mon petit discours, et ils sont tous là, hein, sur leur temps de travail. Ils n'ont rien d'autre à foutre. Il n'y a pas un budget à préparer, là. Et qu'on se fait des petits bisous, qu'on se serre la main, on est tous très contents. Alors voilà ce qu'il va dire. Le réveil sera douloureux pour la France et pour les Français. Le mec se barre, il dit bonne chance. Il se fait une petite sauterie. Il dit j'ai tout donné. Ouh là là. Par contre, le réveil sera douloureux. Il est vraiment génial, ce mec. Ça va piquer. Et il dénonce l'hypocrisie française des somnambules qui proposent de dépenser toujours plus d'argent public. On est d'accord que dans son intervention, la totalité de son activité, de son action, consistait à distribuer du fric. Tout le monde veut le désendettement, mais personne ne soutient les réductions de dépenses. C'est l'hypocrisie française. On veut de la dette en moins et des dépenses en plus. Forcément, ça ne marche pas. Pourtant, ce sont des somnambules, ceux qui proposent de dépenser toujours plus d'argent public. Ce sont des somnambules, ceux qui promettent de revenir sur la réforme des retraites sans toucher à la feuille de paye ni aux pensions et en promettant plus de pouvoir d'achat. Ce sont des somnambules, ceux qui dénoncent l'austérité dans une France qui redistribue sa richesse plus largement que n'importe quelle autre nation au monde. Le réveil sera douloureux, pas pour les somnambules, mais pour la France et pour les Français, car le sommeil conduit toujours à la servitude. C'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression que c'est son équipe à lui qui l'a empêché de faire des fameuses réductions de dépenses. D'ailleurs, quand il a fallu rétablir les finances publiques en 2024, quand il s'est aperçu qu'il y avait un dérapage, tout ce qu'il a fait, c'est vouloir taxer plus. Son PLF, apparemment, son projet de loi rectificatif, n'était que de l'impôt en plus.
Quand est-ce que lui, il a proposé des réductions de dépenses? Alors, il a fait 2-3 trucs en 2023-2024 dans les limites des décrets possibles. Après, c'est pas lui qui vote le budget, mais il a quand même une tendance à claquer du fric, lui, qui a été assez exceptionnel. Il n'a pas démissionné, hein. Il n'a pas dit on est en train de faire n'importe quoi, je veux pas signer pour ça. Toutes les conneries là sur les boucliers énergétiques, tarifaires, machin chose, il avait qu'à dire je démissionne de mon poste de ministre de l'économie parce que je suis contre ce pillage de l'État et des Français par une poignée de fournisseurs alternatifs qui servent à rien, et il aurait pu se mettre en rupture de ce truc-là et démissionner. Donc il a signé toutes les conneries possibles, il a fait 1000 milliards de dettes, et il part en dénonçant les gens qui veulent augmenter les dépenses. Alors que lui-même n'a fait que de se vanter d'avoir dépensé de l'argent. Incroyable. Et donc, on le retrouve aller faire de l'enseignement en Suisse. Ils aiment tellement l'Europe, ces gens-là, qu'on les retrouve dans ce pays qui n'est pas dans l'Union européenne ni dans l'euro. Ça devrait être le tiers-monde, hein. Apparemment, ça devait nous apporter paix, prospérité, retour de la femme aimée, réparation du grille-pain, tout ce que tu veux. Eh bien, finalement, il se barre à Lausanne parce qu'évidemment, ça paye mieux. Puis dans une monnaie qui n'est pas une monnaie de singe, parce qu'eux, ils n'ont pas 7% de déficit. Et il s'est fait insulter. Des gros mots ont été écrits sur les murs. Il n'y a que les milliardaires pour kiffer le maire. Il augmente la dette publique. Ministre de la faillite, c'est ça que vous voulez comme prof. Il écrit des livres de cul au lieu de faire son labeur. Où est votre précieuse valeur travail? L'université de Lausanne au bord du gouffre. Tout ça explique quand même beaucoup de choses. Il semblerait, et vous serez peut-être surpris de l'apprendre, que la qualité de l'enseignement et de la recherche à l'université de Lausanne serait en chute libre. Apparemment, c'est devenu de la merde. Oui, j'imagine que des gens qui considèrent Bruno Le Maire comme un prof pertinent ne peuvent être que d'une qualité en chute libre. L'université de Lausanne va porter plainte contre les tags hostiles à Bruno Le Maire. Bruno, casse-toi. Moi, j'aurais été les élèves, j'aurais porté plainte contre l'université qui fait sans doute payer des cours, payer des diplômes qui n'ont plus aucune valeur. Tu te rends compte? Tu apprends la gestion, les comptes publics, machin, il va faire des cours de géopolitique, je crois. Il me semble que c'était indiqué un petit peu plus bas. Des tags comportant des messages foncièrement hostiles ont été badigeonnés sur les murs, le tout dans un langage souvent fleuri. Bruno casse-toi, Bruno le marxiste des riches. Donc tu vois, en fait, ils ont compris. Ce serait plutôt aux élèves de donner des cours. Bruno écrit des livres sur son zizi et coule l'économie de son pays. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? C'est bien, c'est bon. Vous n'avez plus besoin de diplôme, les gars, vous avez tout compris. Allez travailler directement parce que vous allez perdre votre temps. Alors, Bruno, nouvelle fonction, à compter du 23 septembre. Donc là, il a commencé déjà à saloper le cerveau de nos voisins suisses. Il va être professeur invité au Centre Entreprise for Society, rattaché à l'Université de Lausanne. Monsieur le maire donnera des cours portant sur des sujets de politique publique et de géopolitique. Il contribuera aux cours de technologie, sustainability and public policy. Donc oui, les politiques publiques en matière de développement durable et de technologie dans ce domaine. Alors, il va pouvoir faire bénéficier les élèves de son expertise dans la gestion de dossiers liés à la décarbonation et aux énergies propres. Il donnera également des cours en géopolitique au sein du programme de bachelor de HEC Lausanne. Monsieur, je vais couler l'économie de la Russie. On va provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est un désastre, il va donner des cours de géopolitique. Il a coulé son pays, 1000 milliards de dettes, il va t'expliquer comment bien gérer les finances publiques. C'est fantastique, ça. Et le seul développement durable en matière de dossiers liés à la décarbonation, c'est d'appauvrir les gens. Les pauvres, ils consomment moins. Alors, ça fait baisser les recettes de la TVA. Ça, il faut le prévoir. On n'avait pas prévu. Mais par contre, on a bien réduit leur empreinte carbone. Voilà donc où en est notre cher Bruno Le Maire. Pendant ce temps, le monde continue de tourner. Le budget n'est pas voté. La France part à volo. La classe politique n'en a plus rien à foutre de la vie économique du pays. Ils pensent qu'à leur poste, à leur gueule, à leur image, à leurs élections. Et donc, il y a quand même des gens qui prêtent de l'argent à la France. Et il y a des agences de notation qui ont un minimum de crédibilité à maintenir, même si depuis la crise de 2008, elles en ont plus vraiment. C'est des agences qui servent à noter la catastrophe une fois qu'elle a eu lieu. C'est-à-dire que jusqu'à la veille de la faillite, Lehman Brothers était nommé AAA, c'était une entreprise excellente, en bonne santé, tout allait bien. Et c'est après qu'ils ont dit oui, il y avait des problèmes, c'est vrai. Donc là, c'est pareil. Fitch n'avait pas diminué la note de la France. Donc ça, c'était le 12 octobre.
avant la censure. Les déclinistes qui se réjouissent de nos déboires économiques vont être déçus. L'agence de notation Fitch maintient la note de la France. Et on a ici le ministre démissionnaire Arnaud, je sais plus, on s'en fout. Ça change tellement vite. L'agence de notation américaine maintient sa note. Ça démontre la force de notre économie. AA-. Les types, ils n'ont pas été reclassés positivement, c'est-à-dire qu'on a arrêté de tomber, et ils disent c'est la force de notre économie. Alors, il se trouve, j'en avais déjà parlé justement au moment où Bruno Le Maire paniquait, il commençait sous l'impulsion de menaces de déclassement de la France, de faire tout un tas d'économies, et en fait, si vous allez voir ce qu'écrivent les agences de notation à propos de l'état des finances publiques de la France, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont des nomenclatures en termes de taux de déficit, de taux de croissance, taux de dette sur PIB, tous ces trucs-là, ils ont un certain nombre d'indicateurs, ils définissent des fourchettes, et si tu sors des fourchettes, tu vas pouvoir être déclassé. Et il se trouve que la France est en dehors de tous les clous de la catégorie AA- ou AA, ou qu'importe la catégorie de l'agence de notation actuelle. Tu regardes la nomenclature pour être dans la catégorie dans laquelle nous sommes actuellement, et on est complètement à côté dans tout. Pourquoi est-ce qu'ils maintiennent la note? Et Fitch avait expliqué qu'ils comptaient sur le gouvernement, ils avaient confiance dans le gouvernement pour rétablir le budget l'année prochaine. 4 jours plus tard, le gouvernement saute. LOL. Catégorie AAH. C'est vrai, on va bientôt toucher des subventions. Et donc Fitch, maintenant, met en garde sur la paralysie de la politique budgétaire de la France. L'agence de notation américaine estime que l'Hexagone risque fortement de ne pas atteindre l'objectif de déficit de 5% du PIB pour l'année prochaine, sachant qu'on est à 6,2 cette année, que le budget de cette année va être reconduit faute d'un nouveau budget voté. Donc, fatalement, comme en plus l'économie a tendance à se péter la gueule, eh bien, on va se retrouver sans doute avec un déficit encore plus élevé en 2025. La fragmentation de l'Assemblée nationale rend difficile la recherche de compromis sur la consolidation budgétaire. Il est donc très peu probable que la France atteigne l'objectif de 5%. L'effondrement du gouvernement menace également le plan de consolidation à moyen terme de la France et le respect des règles budgétaires de l'Union européenne. Tout ça préfigure une mise sous tutelle. Dès qu'on va passer en dessous de la catégorie A, il y a encore quelques marches. Mais au cours des années à venir, on va les descendre. Et d'ici quelques temps, ça prendra encore un peu de temps, ce sera peut-être pas pour 2025, mais il y a le FMI qui va débarquer. Et qui va dire, parce qu'il y aura une explosion des taux d'intérêt de la France, une perte de confiance. Et quand tu as un gouvernement, déjà une assemblée où il n'y a pas de majorité et des gens qui ne veulent absolument pas s'entendre, qui sont incapables de s'entendre, qui ne veulent pas d'ailleurs qu'il y ait une entente, qui veulent du bordel, pas tous, mais en tout cas un certain nombre, ont plus en tête un agenda politicien que l'agenda économique du pays et l'intérêt du pays, et ça vaut aussi pour les macronistes qui le dénoncent, ce manque d'intérêt, quand ils se font virer par une motion de censure votée par le NFP et le RN. Tous les partis, maintenant, font passer, quand ils en ont besoin, leurs intérêts partisans avant les intérêts du pays. Et comme il n'y en a pas un qui a une majorité, eh bien tout le monde va se tirer dans les pattes. Donc on verra bien quel genre de budget. Déjà, il faut qu'ils arrivent à avoir un gouvernement, il faut qu'ils se maintiennent, il faut qu'ils arrivent à discuter pour faire un budget. Ça va être des compromis à n'en plus finir, parce que quand déjà tu as un gouvernement majoritaire macroniste, c'est un désastre. Mais si il faut en plus faire un arc républicain et contenter tous les guichets qui vont de LR au PS, avec des gens qui veulent plus de dépenses et d'autres moins d'impôts, va vite y avoir un sacré problème. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'entendre. Donc ils vont faire un budget au mieux à la con, pire que celui qui aurait été fait par des macronistes univoques, parce qu'il y aura beaucoup plus de compromis à faire. Et comme tous ces gens ne veulent pas remettre en cause le système, l'Union européenne, l'euro et toutes ces âneries, on va continuer sur la voie de la désindustrialisation. Avec le Mercosur qui est en train d'être ratifié, la paysannerie française va être défoncée, littéralement. Je ne sais pas ce qui va rester du fameux pays de producteurs construit par notre cher Bruno Le Maire, sans doute pas grand-chose. La paysannerie, c'est de la production de matières premières, c'est le secteur primaire. L'industrie, il y a de plus en plus de délocalisation, c'est le secteur secondaire, c'est en train de s'effondrer dans tous les domaines. L'industrie automobile, notamment, qui est le premier employeur en Europe, qui est en train de couler, littéralement. Et derrière, tu as le secteur tertiaire, qui dépend des deux autres secteurs, qui n'est qu'un fournisseur de services, ça s'appelle les services. Il fournit des services à l'industrie et au secteur primaire des matières premières. Et si ces secteurs se pètent la gueule, ils vont plus passer commande au secteur des services. Donc il y a un moment où celui-là aussi il va prendre cher. S'il n'y a plus de produits à vendre, il n'y a plus de marketing.
S'il n'y a plus de réunions d'entreprises, de machins, de trucs, il n'y a plus de gens qui vont au restaurant. Et il y aura de plus en plus de chômeurs à payer, etc. quoi. Donc, il y a un moment, s'ils ne veulent pas changer les grands équilibres qui font que le pays se casse la gueule, qui sont essentiellement la concurrence déloyale, l'instruction et l'éducation, et puis sur la réindustrialisation qui est complètement éclatée au sol. Ils veulent acheter des usines à coups de chèque, des trucs qui sont pas rentables, c'est n'importe quoi. Alors que dans le même temps, on est en train de faire crever tout le tissu des petites entreprises. Enfin bref, je vais essayer de faire une conclusion à cette vidéo. Je crois que j'avais un dernier truc. Oui, on est donc dans une turbo-merde, avec une classe politique éclatée au sol, qui n'en a plus rien à foutre de l'intérêt général, qui ne veut plus s'entendre, qui pense qu'à ses calendriers, ses élections et ses machins. Il y a un moment où il faudra voter un budget qui va être bancal, parce qu'il faudra contenter un large spectre. Conclusion fuyée, oui, ça va être à peu près ça. Les agences de notation commencent déjà à dire « vous ne tiendrez pas vos engagements et on va vous déclasser ». Et donc les taux d'intérêt vont augmenter, mais ils vont augmenter avant que les agences nous déclassent. Et voilà maintenant le sauveur de la France, je vous le présente. Mesdames, messieurs, vous ne vous y attendiez pas, d'ailleurs lui non plus, François Bayrou. Faut parler à tout le monde, mais encore une fois, c'est les événements qui vont maintenant décider. Je sais pas, vous voulez parler politique, alors on peut pas continuer comme ça. Et si je peux aider à ce qu'on sorte de tout ça, je le ferai. C'est une situation que pas un citoyen français ne peut accepter de voir perdurer ou s'aggraver ou se complexifier. On a besoin de sortir de tout ça. Et donc si le président vous propose d'être Premier ministre, vous accepteriez ? Attendez, je sais plus vraiment où j'en suis. Vous êtes quoi déjà, vous? C'est le RTF? On est en quelle année? Ils vont encore nous sortir un vieux débris, zozotant, complètement aux fraises, qui a rien foutu de sa vie, qui a coulé à peu près tout, qui a participé à toutes les conneries. Faut aller voir les débats qu'il tenait sur l'euro. Il y avait Marie-France Garot et puis, je sais plus qui à la table. Non, je crois qu'il y avait Alain Minc peut-être avec lui, mais c'était un autre qui lui donnait la contradiction. Voilà, c'était Chevènement. Vous allez voir le débat Bayrou-Chevènement sur l'euro, et vous allez voir si ce type a compris un petit peu le monde dans lequel il vit. Il est complètement responsable du désastre économique et politique dans lequel la France est enfermée avec cette appartenance à l'Union européenne, à l'euro, la financiarisation. Et maintenant, il vient pleurnicher sur les conséquences des causes qu'il défend, puisque bien entendu, il est hors de question de sortir de tout ça. Si on a une classe politique éclatée au sol, c'est aussi parce qu'elle est complètement déresponsabilisée. Ces gens votent des trucs, 80% des textes qui passent à l'Assemblée nationale, ça vient de l'Union européenne. Tu peux voter pour qui tu veux, à la fin, les grands enjeux, ça se décide au niveau européen. Il n'y a plus la monnaie. L'agriculture, compétence exclusive de l'UE. La pêche, pareil. La politique commerciale extérieure, pareil. Le reste, c'est des compétences qui sont dites partagées. Il y en a une liste longue comme le bras, éducation, santé, emploi et compagnie. Et ce qu'ils appellent une compétence partagée, c'est un domaine dans lequel les États sont libres de légiférer tant que l'Union européenne ne l'a pas fait. Donc plus le temps passe, et plus le nombre de sujets libres de réglementation européenne se réduisent. Et une fois que la réglementation européenne est faite et validée et votée, tu peux voter pour qui tu veux, ça se passe ailleurs. Donc faut pas s'étonner d'avoir des gens qui ne pensent plus qu'à leur cul, à leur poste, parce que de toute façon, tu veux qu'ils fassent quoi? À part proposer la sortie de l'Union européenne, tout le reste, c'est des foutaises. D'ailleurs, on a bien vu comment Bardella a balancé son programme aux chiottes dès que les gens ont évoqué l'idée qu'il pourrait être Premier ministre. Ah, les réductions d'impôts, de machin, oh non, on verra, je sais pas, ça dépendra. Donc la situation ne risque pas de changer, et nous sommes dans une impasse politique complète, avec le pire dans tout ça, c'est que la totalité de la classe politique est pourrie, et c'est des baltringues. Si encore il y avait un parti relativement alternatif, plus ou moins visible, même parmi les souverainistes, ils sont là dans leurs 0,5% chacun à se tirer dans les pattes. Tu vas fuir, trouble fait dans tes montagnes savoyardes ou même en Suisse, c'est exactement le projet. Je me casse au fond des bois, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce fantastique direct comme d'habitude, j'espère que je vous ai pas trop déprimé, même si c'est vrai que la situation sent un petit peu le sapin, et qu'il vaut peut-être mieux se mettre à l'abri, et alerter les gens sur la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. En attendant, c'est bientôt Noël,
N'hésitez pas à faire un tour sur Zone Artisanale, il y a tout un tas de nouveautés, je vous laisserai découvrir tout ça. N'hésitez pas à passer commande dans la semaine, là entre le 9 et le 15, comme ça vous êtes sûr de recevoir votre colis avant Noël. Bonne soirée à tous, merci d'être passés, et à très vite pour toujours plus de singerie. L'année 2025 va être prometteuse.